Ok. Non, je pense que on voit bien que tous les sujets que nous évoquons, tous les sujets que nous abordons, donc couvrent effectivement un enjeu très important au niveau de la data. Donc, en effet, Eric, merci d'être parmi nous, merci d'être à mes côtés, hein, pour qu'on puisse effectivement donner également des bonnes règles de conduite en matière de data, hein, et également que tu puisses nous donner un case autour, donc, je dirais peut-être d'une offre distinctive que tu portes au sein de ton entreprise sur les CSP+, hein, donc, entre autres. Hein. Donc, voilà. Donc, si tu peux nous donner, on a 15 minutes, mon cher Eric, pour pouvoir tenir les plannings. Oui, et puis en plus, moi, j'ai juste faire le lien. Ça fait tout à fait lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on parlait des consommateurs. Et en fait, là, on va vraiment parler des consommateurs, des datas qui sont derrière, des appétences et des liens qui sont du comportement des consommateurs. Donc, c'est vraiment le lien avec ce qu'on vient de voir juste avant. C'est un point moi, sur lequel mon cher Eric, non, tu as tout à fait raison, parce qu'on s'aperçoit que la dimension, d'ailleurs, sur l'innovation qu'on a vue tout à l'heure, aujourd'hui, elle est extrêmement attractive pour tous les financiers qui souhaitent investir dans cette entreprise. Inutile de vous dire, le marché est colossal. Pour autant, la dimension data, hein, constitue une valorisation pour l'entreprise qui n'a strictement rien à voir par rapport à la simple innovation technologique qu'il porte. Parce que c'est la data qui, vis-à-vis des investisseurs, hein, Philippe, on en a longuement parlé, hein, parce qu'il y a quand même des gros plans d'investissement qui sont portés, et c'est pour ça qu'effectivement cette notion est importante, et là je crois que c'est important de remettre quelques règles. Oui, alors on est entouré de règles juridiques. Nous, on passe notre temps, je pense que moi je passe 3/4 de mon temps sur du juridique aujourd'hui, et notamment sur les problématiques de RGPD. Alors déjà, il y a une chose aujourd'hui qui devient de plus en plus importante, c'est qu'en matière de données, il faut qu'elles soient mises à jour de manière régulière. Et quand on voit, et vous avez là quelques chiffres qui vous donnent une idée des montants et du nombre d'infractions qui ont été relevées par la CNIL l'année dernière, alors qu'on était quand même encore en phase de Covid, on se dit qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est pas au fond des bons réflexes qu'on doit prendre dans l'entreprise. Et ces réflexes, en plus, ils ont des intérêts. C'est-à-dire que effectivement, on va pouvoir, quand on collecte les données, s'apercevoir que les données soient justes ou pas. C'est le premier élément, parce que si on écrit à une mauvaise adresse, ou si on envoie un mail à une mauvaise adresse, ça ne va pas marcher. Le deuxième point, c'est que dès l'instant où effectivement on travaille avec des données qui ne sont pas correctes, on dépense de l'argent pour rien. Un, deux, ouais, c'est revenu. Donc, un courrier aujourd'hui, par exemple, ça coûte environ 1 euro. Alors, on peut me dire 50 centimes, 1,50 €, 3 euros. Bien entendu, ça va dépendre de ce qu'on met à l'intérieur. Mais on a un coût économique. Et puis, le troisième point, c'est que l'adresse postale, aujourd'hui, c'est de loin le meilleur référentiel pour pouvoir suivre son client, chacun de ses clients, au fur et à mesure de leur déménagement et de garder un contact avec eux. Alors, voilà quelques chiffres rapides, je ne vais pas insister là-dessus, sur ce qui se passe au niveau des adresses. Là, vous avez le montant des voies, par exemple, il y a 127 961 voies qui ont changé de nom l'année dernière. On a 2 communes qui ont changé de voie. On a 3 millions de personnes qui ont déménagé. On a 40% des déménagés qui ne déclarent jamais leur nouvelle adresse. Alors, pour faire tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les moyens de pouvoir réagir et à la fois de répondre à un objectif réglementaire et en même temps d'améliorer la qualité de ces données? La première des choses, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon affreux la RNVP, remise aux normes de validation postale. En gros, ça dit quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on va pouvoir corriger une adresse, on va pouvoir corriger un téléphone, on va pouvoir corriger un email pour que, quand on va faire derrière un certain nombre de traitements, on fasse sur les moyens où le consommateur va être touché.
La deuxième chose qu'on va faire, c'est des opérations de déduplication ou de dédoublonnage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, on va éviter d'envoyer 2 fois le même message à la même personne, quel que soit le canal. On va essayer de l'appeler une seule fois et pas 2 ou 5 quand on peut le joindre. Ensuite, il y a tout ce qui est traitement, stockade et charade. Alors, c'est quoi ces noms barbares? C'est tout simplement le suivi des déménagés à partir des référentiels que nous fournit la Poste et qui nous permet de retrouver les personnes à leur nouvelle adresse. Et puis, pour le mois de septembre, on sort un nouvel outil qui va permettre d'améliorer l'ensemble des adresses, qu'elles soient postales, email ou téléphone. C'est le fichier des déménagés. Donc ça va être une nouveauté. Des décédés. Des décédés, merci, excuse-moi. Des décédés qui Ils ont déménagé définitivement. C'est pas tout à fait pareil. Enfin, ils déménagent aussi, mais bon. Donc effectivement, on va pouvoir les retrouver et les éliminer pour avoir des fichiers à jour et encore une fois conformes au RGPD. Et puis, le dernier point, c'est l'enrichissement en data. Parce que au niveau de vos data, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va voir si l'adresse est juste, mais on va aussi avoir des nouvelles données. Parce que par exemple, avec un nom, prénom et une date de naissance, on va pouvoir retrouver une adresse postale. Avec un email et un téléphone, on va pouvoir retrouver une adresse postale. Et vice-versa. Donc en fait, ça permet de vérifier d'une part les données qu'on a en stock et ensuite de mettre à jour ces données pour être en conformité avec le RGPD. Donc en fait, on est gagnant-gagnant. On gagne sur les 2 points. On gagne sur la conformité par rapport au texte et on gagne sur le fait de pouvoir entretenir un lien avec l'ensemble des personnes qui sont dans les bases de données. J'essaie de faire court. Alors. Ouais. Et puis c'est vraiment très important parce que c'est quand même la matière première des entreprises. On le disait tout à l'heure, c'est vraiment la matière première des entreprises. On parle beaucoup de consommateurs, de data, mais derrière, il y a vraiment des traitements à faire, il y a des règlements, et c'est une matière première qu'il faut absolument entretenir. Et c'est vraiment au quotidien qu'il faut le faire. Parce que sans ça, on perd des contacts avec ses consommateurs, on perd des informations avec ses propres consommateurs. Et quand on dit on va en magasin, on met des informations, on fait le lien avec la personne, le consommateur qui est en face, bah, c'est quand même super important d'avoir les bons contacts de ces gens-là pour les contacter, pour leur envoyer des offres promotionnelles. Et c'est vraiment, nous, on parle de la matière première, de ce qu'il faut faire sur cette matière première. Il ne faut pas la négliger. C'est aussi des très vieux métiers, mais qui sont juste indispensables aujourd'hui. Donc, il faut savoir également que quand on prend les grands acteurs internationaux type Salesforce, Salesforce a très vite compris qu'aujourd'hui, l'enjeu du CRM, c'était la notion du référentiel client unique. C'était l'intégrité de la donnée. Il en a fait effectivement le succès qu'on lui connaît et qui est devenu effectivement le leader mondial. C'est parce qu'il est bien parti de la data. Hein, c'est bien cela qui est l'élément stratégique. Et je crois que on voit encore trop souvent dans les entreprises, dans les grandes marques, hein, aujourd'hui, où l'intégrité de la data, je voudrais dire, laisse un peu à désirer. Hein. Donc voilà, tout au moins dans une data avec un référentiel unique. Alors, oui, là ça marche. Pardon. Donc, au niveau des traitements, en fait, on a 3 grandes possibilités aujourd'hui pour traiter les données. Le premier traitement, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le traitement batch. En gros, c'est on prend son fichier, on l'envoie au prestataire, il le traite, il vous le renvoie. Le deuxième, qui est un peu moins utilisé, mais qui l'est quand même de plus en plus, c'est les traitements web service. Alors, en web service, on ne peut pas tout faire, puisque web service, ça veut dire en gros instantanéité de la réponse. Donc, cette instantanéité, notamment, elle va être très utile lorsque vous avez un site Internet, vous avez des consommateurs qui commencent à taper leur adresse, ils ne tapent pas tout bien, donc on va pouvoir leur corriger directement ce qu'on appelle chez nous l'autocomplétion. Et puis, aujourd'hui, il y a quand même un phénomène, alors à juste raison ou pas, mais qui est de plus en plus important, c'est que nombre d'entreprises ne veulent plus sortir leurs données. C'est notamment dans le cadre des banques et d'autres grands acteurs, assurances.
Et là, en fait, on a la possibilité maintenant, via un hub privé, de ne plus se faire sortir les données en clair. Donc les données, en fait, elles vont être déposées par l'entreprise sur un hub privé et elles vont être transformées en signatures. Et c'est ces signatures qui vont être envoyées pour que ensuite, derrière, on puisse faire toutes les opérations de traitement. Et par exemple, on va identifier avec ces signatures, puisque d'un côté comme de l'autre, on va utiliser les mêmes paramètres, que telle personne a déménagé. Et ensuite, donc l'entreprise va dire, bah, écoutez, voilà, moi je veux effectivement retrouver ces données-là. On va enrichir avec un email, avec un numéro de portable, avec tout ce qu'on veut. Donc en fait, c'est la possibilité, qui est aujourd'hui quelque chose de tout nouveau et de tout récent sur le marché, qui permet donc de mettre à jour les données sans les sortir. Alors, deuxième sujet, c'est le service Oreva, donc qui est aujourd'hui la possibilité pour les entreprises de toucher 45 millions de consommateurs en toute conformité par rapport au RGPD. Alors, comment le service Oreva est arrivé? Très simplement parce que la réglementation aujourd'hui nous oblige à innover et à améliorer nos processus. Alors, je suis désolé, je vais vous parler de quelques petites définitions juridiques qui sont très, très fatigantes, mais bon. C'est d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un responsable de traitement? Un responsable de traitement, c'est quelqu'un qui va, seul ou avec d'autres, définir les finalités et les moyens du traitement. Le sous-traitant, lui, c'est celui qui va traiter les données sur instruction documentée du responsable de traitement. Autre point important, c'est le H. Le H, c'est, et on en parle beaucoup en matière de sécurité, comme on l'a parlé tout à l'heure, c'est le produit d'une fonction mathématique qui va permettre effectivement de produire un autre module, enfin d'autres données qui n'ont plus rien à voir avec celles qu'on a traitées au départ et qui ne permet pas de revenir en arrière. Et puis, un référentiel de données qui se trouve donc un silo, il manque un O à silo, et il est passé à la ligne inverse. C'est un référentiel de données qui se trouve isolé à la matière d'un silo agricole où effectivement le grain est isolé des éléments extérieurs. Et on parle aussi de référentiel de cloisonnement de données. Alors pourquoi je vous ai parlé de toutes ces éléments qui sont un petit peu compliqués, ces définitions? Parce qu'aujourd'hui, on a un petit problème avec les bases de données qui s'appellent, dans notre jargon, les mégabases. Les mégabases, c'est ce qu'on voit tout à l'heure, c'est que ça permet effectivement de contacter beaucoup de monde, que ce soit d'une manière imposante ou sur des petits volumes, géographiquement ciblés par exemple. Donc en commercialisant les bases de données des propriétaires et donc avec la multitude d'accès possibles. Le problème, c'est que la CNIL a pris un certain nombre de positions, et notamment le fait qu'elle considère aujourd'hui que dès l'instant où effectivement on définit un certain nombre de traitements, on devient responsable de traitement. Et si on devient responsable de traitement, ça veut dire qu'on a une obligation d'information des personnes qui sont dans la mégabase. Et le deuxième point qui est important, c'est que quand on fait une mégabase, en fait, on a réuni toutes les données des différentes bases des éditeurs. Et sur ces bases-là, en fait, on ne peut pas, derrière, pouvoir faire des opt-in, email ou SMS, parce que l'opt-in, en fait, ne peut pas se transformer de partenaire en partenaire. Enfin, on ne peut pas jouer comme ça sur la possibilité de transférer les données de l'un à l'autre, parce que déjà, sinon, et on l'a vu trop souvent d'ailleurs sur les bases email, c'est qu'on ne pouvait pas se désabonner. Donc voilà ce qui se passe. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a imaginé? D'abord, on a conçu un service, et non plus une mégabase, où toutes les données appartiennent à des responsables de traitement, des éditeurs, qui nous ont chacun donné des instructions
extrêmement clair sur tout ce qu'on doit faire et pas faire. La deuxième chose, c'est que ces données sont hébergées donc, dans nos infrastructures, dans autant de silos indépendants qu'il y a d'éditeurs et ou de propriétaires. Et pour faire un comptage, on va dédoublonner à la volée, c'est-à-dire on va avoir toutes les bases de données qui sont dans des silos différents. En l'occurrence, aujourd'hui, on a plus de 150 millions de données différentes, et on va les dédoublonner à la volée, de façon à identifier derrière, sur l'instruction d'un responsable de traitement, qui cette fois-ci est l'annonceur, les résultats qui correspondent aux demandes de cet annonceur, et on le traduit sous forme de données qui sont hachées. Et en cas de commande de l'annonceur, en fait, à ce moment-là, on va procéder à l'extraction des données en clair et à la livraison. Donc, à aucun moment, les données ne sont compilées. Elles sont compilées à la volée. Et c'est ça qui a été un des points techniques le plus complexes à réaliser, parce que effectivement, aujourd'hui, on est sur des comptages qui vont se faire en quelques minutes, c'est-à-dire 150 millions de données. 3-4 minutes après, on a le résultat sur à peu près la plupart des critères de sélection qu'on veut prendre. Oui, parce que en fait, tout ça, c'est l'idée des mégabases et l'idée de la création silo. La difficulté, c'est qu'à l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un individu qu'on retrouve dans X endroits, dans X bases partenaires, propriétaires, toutes les informations rattachées à ce même individu ou à ce même foyer. C'est l'objectif que l'on a. Donc effectivement, technologiquement, c'est extrêmement compliqué, sans créer de mégabases, de récupérer toutes ces infos-là à la volée, de les mettre à disposition. Et donc effectivement, le service Oreva, c'est un service de données B2C qui regroupe aujourd'hui des volumétries importantes et qui sert à quoi? À mettre à disposition toutes les informations pour des opérations de prospection, de recrutement en location, donc en one-shot, sur des critères de ciblage, ou pour enrichir les bases de données de nos clients. Et là, c'est intéressant, c'est pour avoir une meilleure connaissance client ou des canaux de contact plus pertinents. On le disait tout à l'heure, avoir un email qui soit juste, avoir un bon téléphone. On ne les a pas forcément quand on récolte l'information auprès de ses clients. On a la possibilité, par ces principes-là, de récupérer ces informations-là et donc de vraiment nouer une relation avec le client pertinente. Toutes ces bases-là, elles viennent de quoi? Toutes ces informations-là, elles viennent de nos partenaires et donc d'univers très, très variés. Ça va un peu partout, hein, e-commerce, presse, événementiel. Tous ces univers sont représentés dans les bases et c'est toute cette diversité qui permet d'avoir une multitude d'informations à un même individu. Tout ça pour accéder à un service qui donne 80% des foyers français, on le disait. Donc là, il y a des grandes volumétries. Ce qui est important là, dans la volumétrie, ce n'est pas tant le nombre. Alors, ça évolue sans arrêt, hein, parce qu'il y a des mises à jour. Les mises à jour, les bases sont mises à jour sans permanence. Ce n'est pas forcément ça. Mais le volume sert à quoi? Il sert à des clients, des annonceurs qui ont besoin de volume parce qu'ils n'ont pas véritablement de critères de ciblage. On va penser par exemple à des secteurs de l'énergie ou des telcos. Ils ont besoin de contacter une masse importante. On va penser à l'optique où on est à partir de 40 ans quasiment dans le ciblage. Donc il faut avoir des volumes très importants, surtout si on a ensuite des segmentations géographiques avec des zones de chalandise. Et pour réussir à avoir un potentiel suffisamment pertinent sur ces zones, il faut partir d'un gros volume. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir ça. Et puis quand vous avez des annonceurs qui sont sur des niches, pour ne pas se retrouver avec 2 adresses, il faut quand même partir d'un volume important. Les données qui sont à l'intérieur, on va retrouver à peu près tout. Les données socio-comportementales, là on a évidemment tout le spectre sociodémographique, la composition du foyer, les dates de naissance, enfin le basique, des données comportementales qui vont nous en apprendre un peu plus sur vos clients. Habitudes de consommation, par exemple, on disait tout à l'heure, c'est des informations qui sont récoltées, par exemple, par les retailers et qui peuvent être retraduites, retravaillées et recommuniquées à d'autres annonceurs. Et puis derrière, on a de la valeur ajoutée qu'on fait à partir de scores, qui sont des modèles mathématiques de calcul, à la fois spécifiques, qui partent des données de nos annonceurs. Mais nous, on a aussi une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on a créé des scores génériques qui, là, s'appliquent à la totalité de la population française, puisqu'ils sont projetés sur l'ensemble des foyers français. Et par exemple, je vais en citer quelques-uns, des scores d'appétence à des niveaux de revenus, des scores d'appétence à l'écologie, le score écolo,
qui permet de qualifier une appétence à l'écologie. Alors, comment ça a été fait? Ça a été fait par exemple à partir de données avérées de consommation, à partir de données d'open data qui sont sur les votes des bureaux de vote qui sont accessibles. Tout ça, c'est une compilation d'éléments qui nous permettent de cibler ces gens-là. Et puis des scores plus spécifiques pour le secteur caritatif, qui est un gros demandeur pour recruter des donateurs, par exemple, qui sont une grande partie de nos clients aussi, pour aller chercher des testateurs pour les legs. On parlait des fichiers des décédés. Voilà, le lien, il est là aussi. Et donc, on apporte de la valeur ajoutée et sur des thématiques très spécifiques. Et le score écolo, par exemple, qui est plutôt aujourd'hui en vogue, sert à des entreprises qui cherchent ces cibles-là, mais qui, plutôt que d'aller sur un spectre large, on les aide à cibler, à resserrer l'entonnoir et aller directement à l'essentiel. Tout en restant en conformité. Tout en restant en conformité. Voilà. Ok, mais écoutez, d'abord, merci. Vite. Non, je pense que c'est un élément important. Quand on voit tout à l'heure la solution de Richard, tel qu'il nous l'a présenté, on voit bien la masse de données qui est celle qui va récupérer, comment il peut jouer en complémentarité avec des databases. Donc, on s'aperçoit bien ce qui peut arriver derrière. Donc, c'est pour ça, je crois que ce champ de la réglementation, ce champ de la rigueur, ce champ de l'obligation d'avoir des bases de données intègres est un élément important. Merci à vous deux. Merci d'être intervenus. Et puis, je vais passer à Alexandre, qui ne doit pas être loin,